Bonjour et bienvenue à Famille unie, communauté forte, une émission sur le regroupement familial dans les Basses-Laurentides, une initiative de Québec réunifié. Cette semaine, nous allons élaborer sur le thème de l'intégration. Bonne émission! Comment tu vois l'arrivée d'Ibrahim une fois que le processus sera terminé? Ah, c'est une délivrance. Vraiment, une délivrance. J'ai mes parents qui ont hâte de le rencontrer. C'est les personnes que j'ai hâte qu'ils le rencontrent le plus. Probablement, eux vont aller le rencontrer avant là-bas au Sénégal, mais ce qui arrive ici, ça va être une délivrance. Il va être bien intégré. Je pense pas qu'il y ait de problème ici pour l'intégration. Il connaît déjà beaucoup de gens parce qu'à force de faire partie de mon quotidien, il parle beaucoup aux gens que je connais. Comment se passe l'intégration des conjoints qui finalement, éventuellement, arrivent? Oui. Avant, quand on reçoit la décision finale, moi, comme avocate, je célèbre avec mes clients parce que je les ai accompagnés. C'est pas seulement une relation froide, distante, c'est une relation humaine et tu apprends à apprendre ces gens parce que pendant des années, tu communiques avec eux, ils te racontent, leur vie évolue et tu évolues avec eux. Et eux, ils vieillissent et toi, tu vieillis, etc. Bien sûr. Donc là, à la fin, on célèbre ensemble. Et puis, une fois qu'ils arrivent ici, ils sont excités parce que c'est un accomplissement pour eux. Et par la suite, ils me racontent parfois, par exemple, comme quoi ils ont eu des enfants, comme quoi la personne a appris le français si elle ne parle pas la langue. Et on peut discuter un peu sur l'intégration et tout ça, l'apprentissage du français. Mais c'est des gens qui s'intègrent bien parce qu'ils arrivent dans une famille, dans leur nouvelle famille. Quand on épouse un Québécois, ce Québécois ou cette Québécoise n'est pas parachuté. C'est des gens qui ont un écosystème. Ils ont des amis, ils ont une famille, ils ont des repères. Quand la personne parrainée arrive au Québec, cette personne est accueillie par cet écosystème. Donc, on arrive, on a déjà une famille, on a déjà des amis, et puis c'est des gens qui vont nous aider, à étudier si on a besoin de se recycler pour pouvoir travailler. Par exemple, si on est avocat dans notre pays d'origine, on ne peut pas travailler sans refaire des études. Donc, c'est des gens qui vont nous montrer le bon chemin. On est déjà entouré de gens qui vont nous aimer, donc le fait d'avoir une dépression ou d'être malheureux est moindre parce qu'on a encore désolé, je me répète, mais on a un écosystème qui est déjà là. Et puis, on a une famille. Donc, ces gens d'habitude et de ce que j'ai appris a posteriori, c'est des gens qui sont heureux d'être là, qui sont bien accueillis, qui s'intègrent d'une façon phénoménale. Et l'idéal, c'est quand, pour moi, c'est pas l'idéal, mais ce qui me rend encore plus heureuse, c'est quand je vois que ces gens réussissent bien leur vie. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est pas seulement la personne qui a parrainé, qui a gagné un conjoint ou une vie avec cette personne, ou une famille, ou une nouvelle famille, parce qu'ils vont fonder leur famille à eux, mais c'est le Québec qui profite de façon phénoménale de ces gens. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton mari? Il est commerçant, il travaille dans les téléphones, il vend des téléphones au Sénégal. Et ça, il y en a c'est spécial parce qu'il y en a à tous les coins de rue au Sénégal. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait de l'entre-gens pour que les autres clients viennent vraiment le voir lui parce que ils peuvent, si un client dit « Ah, moi j'ai besoin d'un téléphone ou d'un accessoire », ben, il peut aller voir n'importe qui, fait qu'il crée sa clientèle. Puis il y a de l'expérience de travail autre que ça aussi. Là. Lui, il travaillait pour des pièces d'auto. Lui, c'est vraiment sa spécialité dans qu'est-ce qu'il voudrait faire. Puis il y a déjà quelqu'un là-bas au Sénégal qui l'a approché pour peut-être ici qui pourrait l'aider. Il a de la gueule. Il parle beaucoup, puis je suis pas inquiète pour lui, vraiment. Ça apporte quand même beaucoup de vivre avec une personne qui vient d'étranger, parce que ça nous ouvre une autre culture. Donc, évidemment, ça ouvre nos horizons. Personnellement, je ne connaissais pas énormément l'Afrique, donc... Puis, fait que c'est vraiment, c'est une belle ouverture qu'on a. Ça nous donne cette possibilité-là de vraiment d'avoir une ouverture sur une autre culture. Puis moi, bon,
ma femme, elle continue beaucoup à avoir évidemment avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, elle continue beaucoup à avoir des relations, des conversations avec sa famille là-bas, des amis, ainsi de suite. Donc, je reste toujours connecté avec l'Afrique là, à travers cette relation-là. Donc, je pense que c'est très enrichissant comme relation. Quand mon mari est arrivé, je l'ai parachuté aussi dans ma famille, avec mes enfants, ma mère, ma famille. Donc, ça demande une ouverture à tout le monde, là. Fait que c'est pas tout le monde qui fait comme bienvenue chez moi, là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quoi son intention? C'est normal qu'il y ait un niveau d'intérêt, d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas du tout d'intérêt, j'ai toujours dit, Joanne Boivin qui habite au Canada, ou Joanne Boivin qui habite au tiers-monde, j'ai plus à apporter le fait que j'habite au Canada. Mais il ne faut pas que ce soit à 85 d'intérêt, 15 d'amour non plus, là. Ouais, c'est ça. J'ai souvent dit que mes clients ne sont pas des clients, ils deviennent de la famille, qui viennent de Cuba ou non, parce que, bon, mon mari étant cubain, évidemment, on est amis avec en grosse majorité la communauté cubaine, mais c'est planétaire. On a des clients partout sur la planète et ces gens-là nous apportent une culture ou des naissances ou l'achat d'une voiture où ils partagent tout ça avec mon équipe et moi. Dans le fond, on forme vraiment... Je serais curieuse de faire une immense fête Visa pour Canada puis d'inviter tous ces gens-là des dernières années qui sont arrivés au Québec, bon, de tous ces pays du monde-là qui ont apporté tellement au Québec. Joff, il a choisi ça. Il a dit de toutes les places qu'il pouvait aller au monde avec le programme de vacances-travail, il a choisi le Québec. Puis il a choisi le Québec pour des raisons qui étaient vraiment... Quand on entend... Moi, j'ai découvert le Québec beaucoup plus depuis que j'ai connu mon mari qu'avant. Puis comme il a dit tantôt, on visite toutes les régions, on fait... Moi, une fille de ville que je suis devenue hyper randonneuse, on va en nature, nous, on veut aller habiter quand les filles vont être grandes en région, c'est ça qu'on fait, on part à la fin de semaine, on visite des différentes régions, on fait découvrir, la nourriture, la culture, la musique, c'est de toute beauté. Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée au Québec? J'étais trop content parce que je suis jamais allée ailleurs dans ma vie. J'ai juste resté au Venezuela avec mon père. La chose qui m'a plus choquée, c'est la neige, parce que j'avais jamais vu la neige. Est-ce qu'il y a eu des choses? J'imagine que vous aviez un logement. Oui, j'avais ma maison. Là, c'est sûr que les deux ont fait beaucoup de télétravail, donc on a fait l'achat d'une autre maison qu'on vient de déménager. Là, ça fait fin octobre. Oui. Mais oui, mais on a quand même juste une maison, là, à deux, donc pas de logement supplémentaire. Il n'a pas été voir le médecin. On n'a pas d'enfants, donc pas de service de garderie. Donc non, aucun service. Qu'est-ce que vous préférez du Québec, à part votre épouse, évidemment? Évidemment. Les gens, je dois dire les gens. Les gens sont beaucoup plus gentils qu'à la maison. Et tu dis bonjour à quelqu'un, les gens disent bonjour. Presque tout le monde fait ça. Si tu vas au magasin et tu es en train de regarder à quelque chose et il y a des gens qui passent et tu fais une conversation et c'est normal. Si je fais ça en Europe, les gens regardent comme « Pourquoi tu parles à moi? Pourquoi tu dis bonjour? Est-ce que tu vas me voler ou quelque chose? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc les gens sont beaucoup plus agréables. La nature, le trafic sur les routes. Le Canada, c'est pas fantastique, mais en comparaison avec l'Europe, c'est très bien. Il y a un déracinement qui est important. Donc, d'être enfin en contact avec des personnes qui peuvent être de leur propre culture ou de leur région, ça favorise des contacts. Ça crée du réseautage. Ce réseautage-là est intéressant. Et plus que du réseautage, on a un programme de parrainage aussi. C'est assez favorable, assez dynamique. C'est de briser l'isolement de la personne, parce que l'isolement de la personne, on ne rend pas la personne heureuse, d'une part. Évidemment. Puis, d'autre part, souvent, on va créer des tensions familiales. Il lui a fait faire son permis de conduire avant qu'il arrive ici, faciliter les choses pour lui.
Vu que là-bas, ça coûte un peu moins cher, puis c'est moins long. Tandis qu'ici, versus les prix, je dis, on profite. Je dis, on fait faire ça tout de suite. Quand tu vas arriver ici, ça va être déjà fait. Fait que c'est déjà un gros morceau. Il va pouvoir être autonome à lui-même. Il y a une nièce qui est ici aux études au Saguenay. On a une amie qui était de son quartier, elle est à Longueuil. C'est elle qui tresse maintenant. Ensuite, on a une autre amie du quartier aussi qui est à Montréal. Il était à Saint-Jérôme il n'y a pas longtemps. Fait qu'il est quand même bien intégré. Il n'est pas tout seul. Quand il va arriver ici, il n'est pas laissé à lui-même. Il est déjà bien encadré. Une fois réunies, les familles font face à un nouveau défi, l'intégration professionnelle. Voyons comment ces familles trouvent leur place dans le monde du travail. Il y a plusieurs niveaux, là. Il y a des gens qui arrivent dans les réfugiés qui sont nés dans les camps de réfugiés. Alors, qui sont nés dans les camps, puis que là, ils ont 3, 4, 5 enfants, là, qui sont jamais sortis du camp. Donc, ces gens-là n'ont pas d'expérience de travail comme telle. Ils arrivent ici, ils doivent être mis dans des classes là, de francisation, mais qui sont fermées présentement. Avec le centre de formation aux adultes, il y a des programmes de stage en entreprise qui sont vraiment des réussites. Alors, les personnes se retrouvent à être en stage là, pour parfois, et ça commence par une période par semaine, puis après ça, ça peut tomber presque à temps plein en stage, et le taux de réussite est près de 90 % que l'employeur là, va garder le stagiaire à l'emploi par après. Et là, ce sont des emplois non spécialisés. Mais quand même, là, il y a des préposés aux bénéficiaires, des personnes qui vont travailler dans des garages, des épiceries, des industries. Est-ce que vous avez observé des complications au niveau de la reconnaissance de diplôme, des choses comme ça pour votre épouse? Dans le cas de mon épouse, non, parce que, bon, elle a suivi plusieurs cours ici. Donc, fait que finalement, elle est venue chercher, dans le fond, tous les diplômes qu'elle a obtenus ici, elle les a obtenus ici. Donc, elle a travaillé en fonction de ces diplômes-là. Donc, à ce niveau-là, elle n'a pas eu besoin de demander de reconnaissance, mais ça aussi, c'est un autre enjeu important qui est vraiment difficile là, pour les personnes immigrantes. Caroline, elle m'aidait à faire les devoirs, puis m'aidait à comprendre des mots. Toute la 5e année, puis après, en 6e, j'ai commencé à faire mes devoirs tout seul. Avant, au Venezuela, j'allais à l'école, puis après, je revenais à la maison, je faisais rien. En fait, je restais juste à la maison. Puis on ne pouvait pas aller au restaurant au Venezuela parce que... Puis ici, maintenant, presque toutes les fins de semaine, on va au restaurant. Puis à l'école, je fais du parascolaire, je fais du frisbee, de la cuisine. Caroline m'aidait beaucoup. Caroline connaît, ça fait longtemps, la place. M'aidait beaucoup comment fonctionne tout. M'aidait beaucoup pour installer, pour chercher quelqu'un travail. Comment ça s'est passé à l'école quand tu es arrivée? Au principe, j'étais pas très bon en français. Puis à la fin, j'étais bon parce que j'avais eu des bonnes notes dans mon examen de ministère en français. Tu as commencé à la polyvalente cette année. Dis-moi comment ça se passe. Ça se passe bien. J'ai commencé l'année avec des bonnes notes en français. Ouais. Puis en maths. Ce qui m'a été un peu difficile, c'est les sciences. Mais après, ça a été facile. L'accès à l'emploi est essentiel, mais il ne suffit pas. Découvrons comment ces familles surmontent les obstacles liés à la reconnaissance des diplômes et à l'acclimatation au milieu professionnel. Comment est-ce que vous entrevoyez l'intégration de votre conjoint au Québec? Encore quelques difficultés à venir, principalement au niveau de la reconnaissance des acquis et des études. Les Philippines, je m'attends à ce que ce ne soit pas vraiment une université reconnue. L'université de Mindanao ne sera pas vraiment reconnue, donc il va falloir faire des pieds et des mains pour avoir une certaine équivalence. Est-ce que vous avez observé qu'il y avait des difficultés au niveau de l'intégration professionnelle pour Juan Carlos quand il est arrivé? Comment ça s'est passé? Oui, lui est ingénieur électrique. Donc, vous savez, il faut faire toutes les traductions de tous les papiers, les titres, les diplômes. Et il n'est pas capable d'être ingénieur ici, mais il est assembleur électrique. On a fait un petit peu le tour de tout, puis bon, il s'adapte. Puis bon, on verra qu'est-ce que ça va nous donner le futur. J'ai trouvé un emploi à Blainville.
C'est une compagnie qui s'appelle Ibis, que c'est une compagnie qui fabrique machines pour décarboniser la planète. C'est une grande compagnie. Je suis très, très content pour travailler dans cette compagnie. Mes collègues sont très bons. Je dois faire l'examen à l'ordre d'ingénieur. Mais je pense que j'attends le moment que je parle très bien le français. Mais maintenant, je n'ai pas confiance pour trouver un emploi comme ingénieur. Je sais que manque beaucoup pour parler, mais ça va venir. Pour certaines personnes parrainées déjà présentes ici chez nous, le permis de travail temporaire peut être une solution en attendant la décision finale. Mais comment ce statut particulier influence-t-il leur recherche d'emploi et leurs opportunités professionnelles? Au début, quand j'ai reçu mon permis de travail, j'ai commencé à envoyer mon CV. Et dans 2 semaines, j'avais mon premier entrevue. Et à ce moment, c'est comme, OK, ça va vite, fantastique. Et j'ai fait 2 ou 3 tours de ronde d'entrevue. Et les gens m'ont dit, oui, nous sommes intéressés à toi, mais pour cette position, on a besoin de quelqu'un où nous sommes sûrs qu'il a la permission de rester. Donc, à cause de ton statut temporaire, c'est pas possible de travailler avec toi. Donc, à ce moment, c'est comme, oh non. Donc, un peu de panique à ce moment, c'est comme, OK, mais c'était dans 2 semaines. Je comprends, la compagnie a raison. C'était un poste avec beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai pensé, ça fait du sens. J'espère que ce n'est pas pour toutes les compagnies comme ça. J'ai fait quelques autres entrevues et c'était chaque fois comme, oui, mais on n'a pas la garantie que tu as la permission de rester. Et si on commence de travailler avec toi, et après 1 mois, 2 mois, 2 semaines, le gouvernement dit non, retour à la maison, ça ne va pas marcher pour la compagnie. Et pour clarifier, parce que c'est pas quelque chose qui est évident, quelle est la durée du permis de travail ouvert? Pour moi, c'était limité avec mon passeport, parce que mon passeport était fin de... Le passeport expirait en décembre 2024. C'est juste que quand on a commencé notre demande, les délais de parrainage étaient plus courts. Donc, le consultant a dit, pas besoin de le renouveler tout de suite en Europe. Tu vas avoir ta résidence avant que le passeport expire. Finalement, les délais ont allongé. Ils ont doublé. Là, ils viennent encore d'allonger. Donc, finalement, le permis de travail, ils ne peuvent pas donner un permis de travail qui va plus longtemps que la durée du passeport. Ah, donc, comme le passeport expirait, on n'était pas avec le 2 ans habituel. Là. Et, oui, quand on a commencé, c'était 12 mois. Oui, c'est ça. Donc, c'était en temps pour renouveler mon passeport après. Pour les employeurs, ça donnait l'impression qu'il y avait plus de risques. Oui. Et évidemment, ça n'aurait jamais eu lieu si les délais avaient été tels qu'ils étaient au moment où vous avez fait la demande. Oui. Ou si on avait été carrément dans une autre province. Comment vous vivez ça? Ouais. Frustré. C'est plus de l'impuissance de mon côté, mais oui, c'était pas facile. Là, je pense que notre gros moment où on a pu se calmer un peu, là, puis arrêter d'être anxieux, c'est quand il s'est finalement trouvé un emploi. Puis là, en comparant aux autres gens que, bon, c'est juste normal, rendu là, il reste juste à attendre le papier officiel. Oui. Ouais. Donc là, la pression est retombée. Oui. Donc aujourd'hui, vous travaillez, vous avez un emploi donc de responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes heureux dans votre emploi? Oui, absolument. C'est une bonne équipe. Mes chefs ils ont compris la situation. Ils ont dit c'est pas un problème pour nous. Ils ont dit si quelque chose change, informez-nous. Comme ça, on a aussi un peu d'idée qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas un problème si ça prend un autre 3 années ou quelque chose. Heureusement, c'était pas comme ça. Donc, ce matin, j'ai informé mes chefs que j'ai reçu mes papiers. Tout le monde comme « Oh,
félicitations. Et apparemment, ils ont dit ça à les autres chefs d'équipe. Donc, j'ai reçu plusieurs textos et chats comme hey, félicitations finalement. Parce qu'on a reçu la résidence permanente en fin de semaine. C'est vraiment un moment... Un addon, une drôle de coïncidence. Une fois que vous avez eu la résidence, le jour où vous avez reçu la nouvelle, comment ça s'est passé? C'était un soulagement, là. Ouais, je pense que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui montre mes émotions souvent, mais ouais, cette journée-là, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions. J'étais pas la seule à pleurer. Ouais. Ben, c'est quand même, tu sais, de savoir que je vais pouvoir rester auprès de ma femme, de ma future femme, mais ma fille, c'était, ouais. Tu sais, d'être capable d'avoir garder cette famille-là, en fait, c'était quand même, ouais. C'était un moment fort. Très fort, très fort, ouais, très fort. Comment vous l'avez annoncé aux filles? Ben, je pense que c'est juste, tu sais, la plus vieille était plus au concept. Tu sais, Jade était beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui s'est arrivé, puis Gaby, un coup qu'on a pris l'avocat, on dirait que, tu sais, dans sa tête, c'était OK, là, il y a quelqu'un qui est un professionnel sur le dossier, papa va pas partir. Mais tout le monde était de bonne humeur. Je pense que c'était plus, tu sais, ma mère, tu sais, mon frère, sa famille en France, tout le monde était vraiment énormément soulagé, tu sais. Ouais, parce que la vie, c'était comme un peu arrêté, là. On était tous dans l'attente. Fait que c'était vraiment un soulagement de pouvoir enfin démarrer quelque chose, là. Parce qu'une fois que la résidence permanente est là, on s'entend. On peut démarrer. Justement, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous avez démarré? Bien, juste après, on attendait, parce qu'on attendait, on était en appartement, mais suite à la résidence, d'une, j'ai changé de travail. Deux, on a déménagé parce que Geoff, il vient de la Bretagne, puis il vient de la centre de la Bretagne. Et c'est vraiment, je veux pas dire Astérix Obélix, là, mais je veux dire, tu sais, ces petits villages, tu sais, vraiment dans le bois. Puis la vie, tu sais, nous, on habitait à Laval à l'époque, à Chamédé, c'était beaucoup trop ville pour Geoff. Moi, je suis une fille de Montréal, mais sur Saint-Eustache, c'était comme un juste milieu entre les deux. Pour mon travail, il fallait que je sois assez proche de l'aéroport, mais Geoff près de la campagne. Puis tout de suite, quand on a déménagé, il a trouvé un travail où est-ce qu'il travaille toujours aujourd'hui, à la meunerie de montagne, qui était un peu comme un coop agricole qui travaillait en Bretagne. Et à fur et à mesure de ça, lui, il a commencé, il a ouvert sa propre petite, la petite ferme épicurienne que tu avais, fait ton ail, producteur d'ail pendant 3 ans. Ouais. Ouais, puis c'est ça, puis on a des projets sur le côté, mais ouais. Donc, vous êtes pleinement dans la participation économique dans la région, là. Absolument, absolument. Puis fier de faire partie de ça. Je trouve qu'il y a tellement de belles histoires dans les Basses-Laurentides. Il y a plein de choses dans les Basses-Laurentides. Les gens, ils se rendent pas compte, mais nous, moi, en travaillant dans le domaine agricole, je vois tout ce qui se fait dans les Basses-Laurentides en termes de terroir. C'est incroyable. Il y a rarement une région aussi diversifiée. Parlez-nous-en un peu. On peut trouver des pomiculteurs, on peut trouver des producteurs de légumes, il y a des producteurs laitiers, il en reste encore, il y a plein de choses là. Brassicole. Super micro-brasserie. Il y a plein de choses dans les Basses-Laurentides, c'est très très bien. On est très content d'être finalement ensemble. On est capable de partager des moments importants ensemble et pas vivre dans une situation que, OK, il s'en va à une réunion, moi ou une autre, on est séparés, divisés. C'est ça la famille. Il faut que ça soit ensemble. Merci d'avoir été des nôtres. Pour en apprendre davantage sur notre mission, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour revoir tous les épisodes, visitez le tvbl.ca. À très bientôt!